bienvenue au Shadok pour cette conférence qui va avoir comme thématique comment rendre le jeu vidéo accessible à tous. Une très très belle thématique justement et donc je me présente, je suis Nishan Sebaru, donc je serai l'animateur ce soir de cette conférence. Je suis aussi président de l'association Strasbourg Games Community, donc une association qui regroupe en fait toutes les personnes qui ont envie de travailler dans le jeu vidéo à Strasbourg. Pour m'accompagner, comment tu vas? Très bien, merci. Bon, écoute, tant mieux. Je suis un peu perdu, j'ai perdu le fil. Bonjour Richard, oui, voilà, exactement pour commencer. Du coup, enchanté également, Richard Duparenot, chargé de développement des actions associatives donc pour l'association APF France Handicap, de plus en plus amené et plus en plus appelé à parler justement sur cette thématique du jeu vidéo et notamment des adaptations où comme là on a un peu sur la table déjà des exemples de ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, est-ce qu'on peut effectivement déjà présenter l'APF dans sa globalité? Oui, donc APF France Handicap est une association nationale reconnue d'utilité publique qui lutte et défend les droits pour les personnes en situation de handicap. Ok. Tu nous as tout de suite parlé de matériel qui est à disposition ici, que l'on peut voir sur la table. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait, ce sont des adaptateurs, donc il en existe plusieurs, mais celui-là, l'adaptative controller du coup de chez Xbox Microsoft, est l'un des plus connus. Donc c'était histoire d'avoir entre guillemets un visuel et de montrer que aujourd'hui il existe des choses qui peuvent se commercialiser parce qu'on peut le trouver maintenant sur le grand marché. Voilà, c'est-à-dire que là aujourd'hui on va chez n'importe quel revendeur aujourd'hui, on va pas citer de marque ou de magasin, mais on peut trouver ce type de matériel-là disponible et accessible à tous justement. Tout à fait, mais il existe, voilà, c'est une première base, mais il existe plein d'autres dispositifs qui existent et qui sont justement très peu connus. Oui. Donc voilà, c'est un peu aussi pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. C'est pour parler aussi de ce qui existe et qui n'est pas forcément visible aujourd'hui. Par contre, il n'y a que Microsoft qui travaille actuellement sur ce type de projet. Bon, alors, oui et non, c'est quelque chose qui est de plus en plus amené à être réfléchi, notamment directement dans les jeux. Donc aujourd'hui, oui, Microsoft est l'un des constructeurs qui travaille dessus, mais il y a d'autres constructeurs, notamment Sony, qui peut travailler sur des jeux, notamment on l'a vu, notamment avec The Last of Us, oui. Le dernier, qui a été reconnu comme un jeu vraiment très accessible, où ils font des efforts vraiment là-dessus. Ouais, ça y est, donc on est vraiment bien dans la thématique justement. Donc on vous rappelle encore une fois le sujet. Donc c'est comment rendre le jeu vidéo accessible à tous. Je te propose qu'on commence de suite par accueillir notre premier intervenant. Il s'appelle Laurent Michel. Est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien. Ah, parfait. Bonjour et merci à toi de nous rejoindre justement sur ce plateau pour discuter donc de l'accessibilité aux jeux vidéo pour tous. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, c'est Laurent, j'habite à Buniville dans les Vosges et j'ai 28 ans et je suis fan de jeux vidéo depuis que je suis jeune en fait, depuis que je suis tout jeune. Voilà. D'accord, ok. C'est mon quotidien. Ok. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui sur cette thématique ? Du coup, je permets de compléter parce que du coup, Laurent est un joueur du coup faisant partie du réseau d'APF France, ouais. Et notamment de APF Gaming où nous on a essayé, notamment en Alsace, de commencer à créer une communauté de joueurs pour qui se rencontrent, qui puissent jouer entre eux. Et du coup, Laurent est l'un de ces joueurs-là qui participe, qui organise également différentes après-midi, soirées sur la thématique du jeu vidéo. Donc, c'est un joueur qui s'implique de plus en plus. Donc, on a commencé à créer ça il y a quelques mois, mais où ça commence doucement à prendre. Et Laurent, du coup, en fait partie, est un joueur également de l'équipe e-sport. On a développé ça aussi, nous, en Alsace, pour participer aux compétitions en e-sport. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont faites. Et Laurent est un acteur, entre guillemets, de plus en plus investi chez nous. Alors justement, vu qu'on parle de jeux vidéo, moi ce qui m'intéresse, et je pense aussi les gens qui sont dans le public, c'est de voir le type de jeu auquel lui il participe, auquel il joue, et peut-être éventuellement parler de son handicap pour savoir aujourd'hui comment il réussit à braver toutes ces choses-là pour accéder à l'e-sport. Du coup, tu joues à quoi ? Alors moi, mes jeux, c'est surtout FIFA, Rocket League, Fortnite, Call of. Voilà, c'est vraiment les jeux principaux auxquels je joue. Donc vraiment des jeux qui sont axés à l'e-sport, on est bien d'accord ? Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être alors justement parler un petit peu de ton handicap ? Oui, il n'y a pas de problème, oui. Alors moi, en fait, c'est une myopathie des ceintures.
C'est une maladie qui touche tous les muscles. Et c'est une maladie dégénérescente. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, ça touche principalement les muscles des jambes, les épaules. Voilà. Donc c'est vraiment sur le déplacement en fait, hein, nous sommes bien d'accord. Voilà, c'est ça. En Ok. général, à l'extérieur, j'utilise un fauteuil roulant. Voilà. Ok, ok. Alors concernant justement cette accessibilité liée à l'e-sport aujourd'hui, est-ce que tu rencontres des soucis justement pour te déplacer éventuellement en convention ou sur des arènes ou même en compétition? Oui, bien évidemment, oui, parce que j'ai pas le permis, donc après il faut toujours réserver des taxis et tout, donc oui, c'est pas évident, oui. Et tous les endroits sont pas forcément adaptés, donc oui, c'est un peu problématique. Ouais. Comment tu as fait pour alors en rentrant en contact avec l'APF? Alors c'est une personne à la base qui m'accompagne pour mes recherches d'appartement, de travail, qui elle m'a mis en lien avec une autre personne de la délégation qui elle veut organiser des tournois, veut créer une équipe e-sport, voilà. Vraiment que sur le thème du jeu vidéo. Voilà. Ok, ça fait combien de temps que que vous êtes connus tous les deux? Ça fait Du coup, avec Laurent, la première fois, du coup, on a échangé avec Steven, du coup, Steven qui travaille aussi avec Laurent. C'était, tu me dis si je me trompe, Laurent, je pense maintenant peut-être 6 mois, je dirais, quelque chose comme ça. ok. C'était début janvier, ouais. Ouais, voilà, c'est assez récent. C'est Mhm. assez récent, mais voilà, c'est des choses comme ça où nous aussi, on a un public, du coup, chez APF France Handicap, qui sont en structure et qui connaissent pas forcément non plus ce qui peut être fait. Ce qu'on lance, voilà, parce que c'est des thématiques qui doivent être aussi accompagnées par les professionnels qui les accompagnent. Donc là, on a de la chance du coup que Steven soit passionné de jeux vidéo et qui puisse lui donner des conseils, des choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas le milieu. C'est un milieu très fermé. Alors, on ne va pas se mentir, où c'est assez difficile de rentrer dedans, Bien de sûr. connaître les termes, et donc voilà. On rappelle donc juste le sujet en fait que l'on veut aborder, ce sont les actions et les mises en place des structures autour du jeu vidéo et de l'accessibilité. Je pense qu'aujourd'hui l'APF fait énormément de choses. Quelles sont les actions qui ont déjà été mises en place? Justement, c'est que le début. On y Ouais. réfléchit. Là, du coup, c'est les premières actions avec justement la communauté. On a créé un Discord, on a un Twitter APF Gaming, on a des choses comme ça. Mais on réfléchit, et notamment là en Alsace et dans le Grand Est, sur d'autres projets qui vont arriver sûrement, voilà, sur l'accessibilité, sur des choses adaptées, des choses comme ça. Mais c'est encore entre guillemets les prémices. Mais on s'y intéresse de plus en plus. Là, je peux me poser la question à Laurent. Laurent, donc toi qui vis ça tous les jours, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il serait bon de développer pour l'e-sport et pour toutes les personnes qui sont peut-être à motricité réduite, par exemple, comme toi, ou d'autres qui ont d'autres handicaps? Est-ce que toi, tu as peut-être des solutions ou des choses que tu aimerais développer? Déjà, je pense le mettre plus en avant, parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, pour commencer, je pense que ce serait déjà pas mal déjà d'en parler pas mal déjà. Après, j'ai pas spécialement d'idées. Je je sais pas trop. Tu as aussi d'autres potes gamers, j'imagine? Oui. Ok. La plupart, oui. Ouais, bah, j'imagine parce que les jeux, je pense que tu joues pas forcément toujours tout seul à Fortnite ou à Call of, donc du coup, Non, non. ça ne te dérange absolument pas justement d'avoir un problème de motricité aujourd'hui dans le jeu vidéo. Non, pas du tout, parce que ça touche mes jambes dans un premier temps, non, et mes doigts, non, j'ai aucun souci là-dessus, donc non. Eh ben Aucun souci écoute, là-dessus. eh ben merci à toi d'avoir participé à cette conférence. On va de suite Merci à avoir toi. notre deuxième invité qui est Sébastien de TechLab. Bonsoir, Bonsoir, comment ça va? ça va très bien. Bon bah top. Tu nous entends bien, pas de souci? Ouais, alors sur Zoom, le son sature un petit peu, mais il paraît qu'en live, c'est très bien. Donc, Bon bah pas de pour souci. nous on n'a effectivement Tant mieux. aucun souci de notre C'est côté. ça. Donc du coup tu travailles chez TechLab. Qu'est-ce que TechLab? Exactement. Alors, le Tech Lab, c'est un département qui a été créé au sein de l'association APF France Handicap assez récemment et qui a pour objectif de fédérer toutes les actions autour de l'innovation technologique. Et moi, je dirige un service qui est basé en Hauts-de-France et qui, depuis plus de 25 ans, accompagne les personnes en situation de handicap vers le numérique.
donc au numérique au sens très large, hein, aussi bien pour la scolarisation, pour l'inclusion professionnelle, et de plus en plus pour les loisirs. Donc on est de plus en plus sollicité sur le jeu vidéo. Donc du coup, vous êtes amené à développer un petit peu plus l'accessibilité. Ouais, c'est ça. En fait, alors on a une activité multiple. Notre première mission, en fait, c'est d'informer. Laurent l'évoquait un petit peu, Richard aussi. Il y a un gros déficit d'information sur tout ce qui existe en termes de moyens d'accessibilité. Alors, c'est un sujet qui est apparu finalement relativement récemment. Donc, on peut comprendre que ça ne soit pas forcément très, très documenté. Alors, il y a des gros acteurs qui poussent un peu à la roue. Vous évoquiez Microsoft, qui effectivement a fait beaucoup pour la cause en communiquant beaucoup sur le sujet. Mais bon, pour la petite histoire, c'est aussi parce que le directeur général actuel de Microsoft est concerné, est directement concerné, puisqu'il a un enfant en situation de handicap. C'est aussi sans doute pour ça que ça fait évoluer les choses. Mais sinon, voilà, l'objectif, c'est vraiment pour nous à la fois d'aider les usagers qui ont des besoins et de leur donner les bonnes pistes, en tout cas des pistes vers lesquelles ils pourraient se tourner pour trouver des solutions. Et puis, on travaille de plus en plus aussi avec les entreprises en essayant de faire preuve de pédagogie pour leur montrer que c'est extrêmement important de prendre en compte tous les besoins spécifiques dès les phases d'idéation, dès le début de la conception d'un jeu. En fait, pendant longtemps, l'accessibilité, ça a été un peu vu comme... alors, c'est souvent la comparaison que je fais. L'accessibilité actuellement, c'est un peu comme le design il y a 25 ans. C'est-à-dire, il y a 25 ans, quand on travaillait en entreprise ou dans l'industrie, on faisait toute une conception. Et puis, à la fin de la conception, on allait voir le designer en disant « tu t'arranges pour que ça soit beau ». Et en fait, l'accessibilité, c'est encore un peu comme ça parfois. C'est-à-dire que bien souvent, les studios font tout leur logiciel et puis ils se rendent compte à la fin qu'ils ont oublié de penser aux besoins spécifiques. Or, c'est beaucoup plus facile de les prendre en compte quand on y pense dès le début. Donc, on fait beaucoup d'actions pédagogiques autour de cette thématique-là pour expliquer que c'est important, y compris d'aller à la rencontre d'utilisateurs qui ont des besoins pas forcément toujours très compliqués, mais en tout cas de prendre en compte ces besoins-là le plus tôt possible. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être des questions éventuellement. Oui, je veux juste rebondir du coup sur ce qu'on a parlé au début, du coup le matériel, en parlant de quelque chose que TechLab peut faire, notamment sur le prêt. Voilà, je pense peut-être en parler, Sébastien, mais voilà, le matériel qu'on a là, nous, est prêté du coup par TechLab et peut être amené à être prêté pour des personnes, des structures. Voilà, peut-être que tu veux dire un mot là-dessus, Sébastien. Oui, en fait, alors, je le disais, depuis 25 ans, en fait, on accompagne les personnes, on fait beaucoup d'évaluation de produits et de logiciels. Et au fil du temps, on a constitué un parc de matériel qu'on prête. Donc, on prête partout en France, y compris dans les dom-toms. Ça nous arrive rarement, mais ça arrive. Et donc, du coup, voilà, si vous souhaitez tester une interface adaptée, qui peut être relativement simple, mais qui peut être parfois complexe et onéreuse, on en a quelques-unes en prêt. Et donc, pas hésiter à faire appel à nos services. En plus, ça permettra aussi d'échanger avec les ergothérapeutes de l'équipe, par exemple, qui peuvent parfois vous amener aussi des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Comment on fait aujourd'hui pour contacter TechLab ? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, donc techlab-handicap.org, ou alors de partir du site APF France Handicap, où vous trouverez un lien qui vous amènera chez nous. Et puis, vous pouvez nous contacter, du coup, vous trouverez nos coordonnées téléphoniques sur le site internet, vous pouvez nous contacter par mail. Voilà, on répond à tout le monde, sans discrimination. D'ailleurs, on est porté par l'association APF France Handicap, mais clairement, on a une grosse partie de notre activité qui vise à aider toutes les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient. Donc, on travaille avec toutes les associations, que ce soit les Papillons Blancs, les PEP, AFM Téléthon. Voilà, on est vraiment très ouvert sur ces sujets. Je vous remercie de mettre le site en plus au parallèle. Et je dois du direct, voilà. Merci Sébastien. On va de suite repasser du côté de chez Capgame. On va accueillir Guillaume, premier intervenant de chez Capgame. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Comment ça va ?
Ben, ça va très bien, on est content d'être là. Bon, bah tant mieux. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel, justement. Qu'est-ce que Capgame ? Alors, Capgame, c'est une association qui est née en 2013, qui partait du constat qu'évoquait Sébastien juste avant, c'est-à-dire que il n'y avait aucune information, aucun site de référence en français sur le jeu vidéo et l'accessibilité. Et du coup, on a commencé par là. Une bande de personnes assez différentes qui avaient un objectif commun d'avancer sur le sujet. Donc, moi, ergothérapeute, mais pas forcément joueur du tout d'ailleurs. Koucha, vous allez voir après. Jérôme, qui est plutôt chercheur. Et d'autres personnes qui se sont greffées par la suite sur comment permettre aux gens de continuer à jouer. Pas uniquement dans le e-sport d'ailleurs, c'est le principal défi qu'on avait, c'était dire comment jouer aux jeux mainstream. Quand on a commencé en 2012-2013, les grandes questions c'était si vous voulez jouer en jeu situation de handicap, achetez des jeux faits pour les personnes en situation de handicap. Et la plupart des joueurs m'ont dit mais attends, t'as rien compris Guillaume, moi je veux jouer à FIFA comme tout le monde et je veux jouer avec mes potes, donc je veux jouer avec un bon niveau, je veux jouer à World of Warcraft et faire des donjons et réussir parce que sinon je veux pas passer pour un ridicule quoi. Donc gros objectif, première mission du coup, identifier les solutions d'accessibilité qui permettent de compenser ces problématiques. On a commencé par le handicap moteur, mais Capgame aujourd'hui s'ouvre sur d'autres types de déficiences. Donc on aimerait bien à terme être une référence sur l'accessibilité du jeu, quel que soit son handicap, et on a encore beaucoup de travail à faire. On a rencontré un EduxP qui s'appelle Stéphane Laurent qui faisait des tests d'accessibilité de jeux vidéo. Et on dit c'est super intéressant, mais tant qu'à faire, puisque tu les fais avec tes résidents du foyer, ça serait chouette qu'on parle d'accessibilité dedans. Donc petit à petit, on a fait des tests d'accessibilité. Et aujourd'hui, c'est une branche à part entière de Capgame. Et ce qui est chouette, c'est que ces tests, par la magie des réseaux sociaux, comme ils étaient très bien faits, ils arrivaient sur les sites des développeurs en question, parce que le but du jeu, c'était quand même de les titiller un peu. Et il y a des gens qui ont répondu positivement, c'est-à-dire que en fait, il y a pas mal de développeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'accessibilité, mais qui étaient super contents qu'enfin on leur pointe du doigt quelles sont les pistes d'amélioration pour les prochaines itérations. Donc, on a développé un axe consulting qui nous permet ensuite de travailler directement avec les studios en amont, parce que là, les tests qu'on faisait, on les fait une fois que le jeu est sorti. Et le but du jeu, maintenant, c'est d'avoir des bêta-testeurs en situation de handicap directement pendant la phase de production du jeu pour que quand le jeu soit sorti, tout soit au carré. Et on a eu une grosse mise en avant en 2017 parce qu'on a été invité. C'était la première association à parler du handicap à être invitée à la Paris Games Week. Et ce qui est chouette, c'est que depuis, l'écosystème s'est largement renforcé. On a commencé en 2017, on était tout seul. 2018, on était 4 assos. 2019, on a pu faire 7 assos. Et après, c'était le Covid. Mais on a toujours de plus en plus d'acteurs sur le sujet. Et on a vu aussi cet engouement sur le e-sport. Donc, même si on n'y connaissait rien, on s'est dit, ça serait dommage que d'un côté, on ait les Jeux Olympiques du e-sport et de l'autre côté, les Jeux Paralympiques bien séparés, puisque notre philosophie, c'est que tout le monde puisse jouer au même jeu. S'il y a des compétitions d'e-sport, elles soient ouvertes à tous. Et que donc, on a réfléchi avec Jérôme, notre président, sur une modalité qui permet de faire des compétitions e-sport inclusives, c'est-à-dire où on peut jouer joueurs valides, joueurs en situation de handicap avec des vrais besoins de compensation sur les mêmes jeux et s'éclater. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je crois que c'est l'édition 2018, on avait fait des équipes mixtes pour réussir à faire ce pari, c'est qu'on faisait des
des phases de poule. Alors, on gardait les meilleurs valides d'un côté, on faisait des phases de poule avec les meilleurs handis de l'autre côté, puis après on faisait des équipes mixtes, joueurs valides plus joueurs handis, contre une autre équipe, joueurs valides plus joueurs handis. Et on a fait jouer tout ce petit monde sur FIFA, etc. Et alors, il y avait FIFA, il y avait un jeu de baston, il me semble. Et au final, l'équipe qui a gagné, c'était l'équipe qui avait 2 joueurs handis dans l'équipe. Excellent. Donc c'était chouette, un beau symbole. Voilà, donc on continue tous ces axes-là. Et voilà, on est une équipe de bénévoles. Capgame est bénévole. Et après, peut-être je vais laisser parler un peu Koucha, notamment sur l'axe solution. Eh ben, écoute, je te propose effectivement de passer la main de suite à l'autre cofondateur qui est Koucha. Est-ce que tu nous entends? Oui, bien sûr. Hello, comment ça va? Bonjour à tous. Merci, tout va bien. Bon, nickel. Alors, par contre, toi, la différence, c'est que toi, tu es joueur, justement. C'est ça, je suis en même temps joueur et en même temps, j'essaye d'améliorer l'accessibilité. En fait, pour commencer, moi, j'ai une maladie neuromusculaire qui fait que, avec le temps, les muscles lâchent petit à petit. Et du coup, comme moi, je jouais depuis tout petit, je n'avais pas l'intention d'arrêter. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions de mon côté. Et je me suis dit, quitte à le faire dans mon coin, autant aider les autres et aussi partager mes connaissances. Donc, c'est un peu comme ça au moment où Capgame est né. Donc, voilà, moi, j'étais joueur. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait tous des profils un peu différents. Et voilà, on s'est mis ensemble, on a travaillé, et puis on en est arrivé à là aujourd'hui. On me dit que effectivement oui, pardon. On a mis en place Facebook. Je crois si vous avez des questions. Oui, justement, on allait peut-être parler des solutions que vous avez pu développer justement chez Capgame. Alors, moi du coup, je m'occupe de la partie solution. L'idée, c'est surtout de faire un peu de veille technologie, donc d'essayer des solutions qui existent. Donc, pour ma part, j'ai essayé des solutions matérielles, mais il y a aussi beaucoup de solutions logicielles, donc des choses qui ne sont pas forcément connues de tous. Par exemple, il y a des manières, par exemple, de jouer avec la souris. Des logiciels qui permettent, par exemple, de conduire un véhicule ou jouer à des jeux de voiture directement avec le pointeur de la souris. Ou des systèmes qui peuvent fonctionner avec les yeux ou avec la reconnaissance vocale. Donc, l'idée, c'est un peu de mélanger tout ce qui existe et essayer de jouer, et surtout de faire jouer aussi des personnes qui sont très lourdement handicapées. Parce que l'idée aussi, c'est d'exclure personne et que tout le monde puisse jouer. Est-ce que tu souhaites rebondir justement par rapport à ça? Justement, est-ce que vous disiez avant que vous étiez de plus en plus appelé à travailler avec des développeurs, constructeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore difficile parfois pour certains développeurs, ou est-ce que ça commence à venir vraiment assez régulièrement pour des nouveaux jeux, je ne parle pas forcément de AAA, mais peut-être des développeurs indépendants, où là récemment il y a un jeu que sur le bruit qui est sorti, où ça joue, les personnes aveugles peuvent jouer. Donc voilà, c'était ça, si tu peux répondre à cette question. Alors, au niveau des développeurs, il y a des choses que depuis des années sont plutôt bien prises en compte, même si ça reste très maigre. Hein. Par exemple, on peut parler du remapping ou des options pour les daltoniens ou des sous-titres. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement dans beaucoup de jeux. Le souci, c'est que ça suffit pas, clairement. Donc, c'est vrai que entre ce qu'il y avait avant, c'est qu'au départ, personne prenait ça au sérieux. On était un peu mis de côté parce que l'accessibilité, c'est pas forcément facile d'intégrer et puis déjà de connaître, hein, parce que c'est un domaine vaste. Il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de choses à régler. Alors, c'est vrai que maintenant, on a quand même des interlocuteurs dans
dans des grands studios, il y a même des personnes spécifiques qui s'occupent de l'accessibilité, mais ils sont encore très limités, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Dans certains jeux, c'est vrai qu'il y a des options particulières qui sont développées. J'ai moi-même participé à l'élaboration des options qu'il faut ajouter pour que le jeu devienne accessible. Mais voilà, c'est vrai que ça commence à être pris en compte, mais c'est tout doucement. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, on espère qu'un jour qu'on aura des jeux accessibles à tous. Eh ben, merci pour cette très très bonne intervention. Alors, je tiens encore une fois à rappeler que si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On les donnera directement aux différents intervenants. Et même si vous aussi, dans le public, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On prendra un micro et puis on se déplacera pour poser des questions. Merci. On va de suite passer, parce que voilà, le temps tourne, évidemment. Nous sommes déjà sur la deuxième partie de cette rencontre qu'on anime toujours, effectivement. Je cherchais encore une fois mes mots parce que voilà, je voulais encore rappeler la thématique. Donc c'est comment rendre le jeu vidéo accessible à tous. Et on va de suite parler d'un milieu qui commence enfin à prendre son envol aujourd'hui en France. On va enfin parler d'e-sport. Et pour animer tout ça, donc bien évidemment, on va coupler l'e-sport et le handicap. On va accueillir de suite le premier intervenant qui est Jordan Théo, président et cofondateur de Handy Gamers et représentant de la team Rebird. Voilà, bonsoir. Salut, comment ça va? Ah bah écoute, au top, et toi? Ça va, super. Donc du coup, je rappelle juste ton petit poste. Tu es président et cofondateur de Handy Gamers. Rien que ça. Alors oui, ouais, j'ai plusieurs casquettes. On gère 3 structures en fait distinctes. Il y a Handy Gamer qui est une association qui est là pour aider les personnes en situation de handicap, notamment chercher des solutions sur l'adaptation de tout ce qui est jeux vidéo, mais aussi elle est là pour, par exemple, équiper des centres de rééducation ou des hôpitaux en poste de jeux vidéo, voilà, pour qu'on ait une activité, quelque chose à faire quand on est dans ces centres-là, parce que on le sait que généralement on s'ennuie un petit peu, parce qu'à part la rééducation, il n'y a pas grand-chose à faire. L'asso, elle permet aussi d'aider des personnes à se déplacer sur des événements liés de près ou loin aux jeux vidéo, mais de manière soit logistique, soit financière, parce qu'il faut savoir voilà, que quand on veut se déplacer, par exemple, à la PGW, il faut potentiellement un véhicule adapté, il faut une chambre d'hôtel en plus pour le personnel soignant qui l'accompagne. Donc tout ça, c'est des coûts. Et l'asso, elle est là pour aider à tout ça et puis aussi pour démocratiser de manière générale le jeu vidéo et le handicap. Ensuite, il y a HitClick qui est une société qui fabrique, comme on peut le voir à l'image, du matériel de jeux vidéo adapté, donc des pads, que ce soit pour jouer avec la bouche, jouer avec les pieds, jouer à une seule main ou jouer comme moi avec les poings, parce que je ne l'ai pas dit aussi, mais je suis tétraplégique suite à un accident. Donc comme le pad qu'on peut voir un peu derrière moi, PS5. Et ensuite, la dernière structure, c'est Rebird, qui est une entreprise et qui est une équipe d'e-sport pro, qui est du coup une équipe composée d'une quinzaine de joueurs sur différents jeux, notamment FIFA, Hearthstone. On est aussi présent dans le versus fighting sur Soul Calibur, Street Fighter, Smash, Tekken. On a aussi des joueurs Rocket League, on a un trio Fortnite et on a des joueurs aussi Call of Duty. Donc c'est une quinzaine de joueurs qui ont tous des handicaps différents.
mais pas que. On a des équipes mixtes avec des joueurs handi et des joueurs valides pour montrer le jouer ensemble, voilà, montrer la mixité et l'inclusivité de ce sport. C'est ça qui est bien, c'est que nous, quand on arrive sur une compétition, qu'on soit handi, valide, qu'on soit un homme, une femme, on joue tous ensemble. Et c'est ça qui est super chouette. C'est peut-être une des seules disciplines qui est capable d'avoir cette inclusivité-là. Et du coup, on se déplace en France et en Europe pour effectuer les compétitions et montrer ce qu'on est capable de faire. Alors, je rebondis un petit peu rapidement justement sur ce que vient de dire. Donc, moi, je suis fan de Versus Fighting et il m'est arrivé de me déplacer sur pas mal d'événements e-sport. Et effectivement, je suis tombé sur un joueur qui, donc, nous, on a l'habitude d'utiliser des sticks arcade pour avoir les meilleures sensations quant au toucher des boutons. Et ben justement, cette personne-là était dépourvue de membres supérieurs, donc pas de bras, et en fait jouait avec ses pieds. Et j'ai juste halluciné parce que c'était complètement dingue. On le sait qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir, les mains pour pouvoir accrocher et maintenir le stick. Cette personne-là avait la même chose au niveau des pieds. Et c'était, franchement, le niveau était vraiment dingue. Et moi, j'ai juste... les yeux ébahis. Je ne savais plus quoi dire. J'étais vraiment en face de cette personne et je me dis, voilà, comme quoi aujourd'hui, on peut vraiment même, dans toutes les situations, jouer à un jeu, par exemple, un jeu de combat, par exemple. Et c'était extraordinaire. Voilà, c'est juste ce que j'avais envie de dire. Oui, tout à fait. Il y a Hichem, du coup, qui est un joueur en situation de handicap, qui est un représentant de Xbox aussi, du coup, qui joue avec ses pieds, qui est connu dans le milieu du handicap, et donc voilà, qui joue avec ses pieds. Et du coup, je voulais justement rebondir sur ce que tu disais, sur justement où tu disais que vous allez dans des compétitions, etc., depuis de plus en plus. Est-ce que vous avez rencontré des a priori entre guillemets, qu'il peut y avoir parfois, parce que vous utilisez par exemple des manettes adaptées, des choses comme ça. Quel a été le regard des autres joueurs ? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait ça, depuis 2018. Au début, on s'est confronté à pas mal de barrières, notamment... la première chose, c'était l'accessibilité du lieu. Il y a des espaces de LAN où les fauteuils roulants ne pouvaient pas monter sur scène pour pouvoir jouer la finale. Où, je sais pas, les toilettes n'étaient pas accessibles, ou rien que pour accéder au lieu, c'était compliqué aussi. Fallait forcément avoir un véhicule adapté, sinon c'était la galère. Donc il y a ça, mais ça c'est un problème qui serait quand même de plus en plus parce que il y a des réglementations assez strictes dans l'événementiel et dans l'organisation de ces choses-là. Mais c'est un travail qu'on fait aussi avec les organisateurs de ces événements-là. On travaille en amont sur comment est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité pour qu'une personne avec une chaise roulante puisse arriver à la table et puisse pouvoir faire le tournoi. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il n'y a pas vraiment de réglementation claire pour le moment. Donc ça, c'est la première problématique. Après, en ce qui concerne tout ce qui est matériel adapté, il y a des personnes qui réfléchissent à trouver en fait une réglementation un peu globale sur ce qui est accessible ou pas, notamment Jérôme Dupimbre, Capgame travaille sur ces questions-là, Francis Sport aussi. Mais pour l'instant, on est un peu au début. Donc, c'est chaque organisateur de tournoi qui décide si tel ou tel matériel est adapté ou non. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas été rejetés sur les compétitions qu'on a fait, sachant que la plupart du matériel qu'on amène, c'est des périphériques standards. C'est une manette de jeu où juste les boutons sont dérivés. Et bon, quand la personne joue avec une seule main, on ne va pas lui dire qu'elle triche parce que sa manette a été modifiée et qu'il peut accéder à tous les boutons avec une seule main. Mais voilà, ça, c'est des questions où on réfléchit petit à petit à avoir une réglementation claire. C'est la deuxième problématique au niveau des tournois. Et après, je trouve que
c'est un sport où il y a quand même une bonne entente avec les joueurs. Après, ça dépend aussi des jeux, hein. Je vais être clair là-dessus aussi. Par exemple, dans le versus fighting, je trouve qu'il y a une cordialité qui est très forte envers nous quand on est sur des tournois, tout ça et tout. Et il y a peut-être d'autres jeux où il y a une compétitivité peut-être un peu plus féroce et où là, il peut y avoir un peu plus de moquerie. Mais bon, après, quand on lui met un 3-0 en finale sur FIFA, par exemple, et ben, ils finissent par comprendre qu'on a notre place ici et qu'on est capable de faire la même chose que tout le monde. Et je trouve que c'est ça qui est cool dans l'e-sport et dans ce qu'on fait, c'est qu'on peut montrer qu'on est capable de faire comme tout le monde et d'arriver à un niveau pro. C'est très bien ce que tu as dit, c'est qu'effectivement tout le monde a sa place dans l'e-sport et ça c'est très très important de le souligner. Merci, merci Jordan pour ta participation. On va de suite accueillir physiquement notre invité Neji. Comment ça va ? Alors on vous le rappelle que là actuellement on ne peut pas forcément accueillir énormément de personnes parce que la situation ne nous permet pas, mais nous avons quand même des intervenants physiques présents au Shadok ce soir. Comment ça va ? Bonsoir, ça va et toi ? Bah écoute, moi je suis au taquet, je suis content, donc c'est bien, on aborde un sujet qui est hyper important. Donc du coup tu vas un peu nous parler de ton parcours, donc on rappelle juste que tu es manager de la team MCES. Academy. C'est l'équipe académique. Academy, ouais, Voilà. MCES Academy. Merci déjà pour l'invitation. Et ouais, effectivement, je suis manager pour MCES Academy qui est en division 2 actuellement de League of Legends. Donc voilà, beau parcours. Enfin, la structure a été présente l'an dernier donc en LFL et a créé une académie en Div 2 l'an dernier. Et du coup, moi j'ai été recruté pour cette année pour m'occuper de celle-ci durant toute l'année. Alors quel est ton poste en fait ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Grosso modo, je suis, c'est beaucoup de casquettes aussi quand on est manager, mais du coup, je m'occupe de l'administration, du suivi des joueurs, de l'encadrement de l'entraînement, de la logistique. S'il y avait des événements physiques, bon, il n'y en a pas eu cette année à cause du Covid. C'était un peu compliqué effectivement, ouais. Ça va donc au développement des joueurs, beaucoup de suivi psychologique aussi parce que être joueur pro, c'est pas juste se mettre derrière son écran et lancer une partie et lancer le match. Donc voilà, donc beaucoup de casquettes et je voulais montrer aussi que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut pas s'occuper de valides au final. Bien sûr. Parce qu'à l'inverse, l'inverse paraît plus logique. On voit généralement des valides s'occuper de personnes en situation de handicap. Et du coup, voilà, je voulais montrer cette facette-là, que l'e-sport était aussi un domaine où beaucoup de personnes en situation de handicap pouvaient s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, les métiers dits normaux, entre guillemets, il n'y a plus beaucoup de débouchés ou recrutent pas. Et l'e-sport est vraiment un tremplin et qui permet en tout cas le développement des personnes et du recrutement, quoi, tout simplement. Comment tu es rentré justement chez MCES Academy ? Oh là, alors, mon parcours L'histoire est longue apparemment. Ouais, alors mon parcours est long. J'ai commencé il y a 3 ans au détour d'un événement amateur qui s'est déroulé à Epitech, chez nous à Strasbourg. Oui. Donc c'était une LAN tout simplement. J'étais venu en tant que joueur et les gens se posaient beaucoup de questions. C'était très rigolo, ils venaient tous me voir jouer sur League of Legends. Donc j'avais pas d'adaptation spécifique, j'avais une manette, une souris Logitech avec des boutons tout simplement et un clavier normal et donc j'ai commencé à jouer et puis voilà, je me suis attaché à une équipe, on a fait connaissance et ils aimaient bien ma personnalité et on va dire que mon début d'aventure dans l'e-sport a commencé par là. Ils m'ont recruté, on est resté 1 an et demi ensemble. J'ai passé par plusieurs phases, donc joueur, ensuite coach et manager. Parce que, on va dire, la personne que je suis ou mon développement a fait que j'avais une empathie un peu particulière avec les joueurs et j'arrivais à les comprendre. Ou même dans l'organisationnel, parce que je devais être quelqu'un de carré même pour m'occuper de ma propre personne et c'est quelque chose que dans l'e-sport les gens recherchent et du coup je suis arrivé à ce poste là en fait très rapidement
Et j'ai été recruté par la suite par Romain Ménaud, qui avait créé qui avait créé une association qui s'appelait Andy eSport, qui était basée sur Lyon. Donc à l'époque, il était affilié à la structure EDE, donc une structure suisse, Élan d'Espoir. Et de fil en aiguille, on monte comme ça les échelons. Ils m'ont recruté, ils m'ont fait confiance. C'était pas facile au début et on a fait différentes compétitions. Donc grâce à eux, on a pu partir à Metz. Donc moi, j'ai pu me déplacer à Metz. C'était mon premier événement physique. Voilà. Après, pareil, continuer de monter les échelons. J'ai rencontré la structure Team Oplon, qui eux aussi sont en division 2 de League of Legends maintenant. Ça va faire leur deuxième année. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, MCES, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est un très très beau parcours. Là, franchement, félicitations à toi. Merci. Et c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, parce que je pense qu'on y pense tous, comment est-ce que toi tu verrais ce développement maintenant du handicap et de l'e-sport? Je pense comment l'améliorer en fait, tout simplement? Comme les intervenants l'ont dit précédemment, plus le montrer, que les structures fassent confiance à des personnes en situation de handicap. Parce qu'on a des profils atypiques intéressants et aujourd'hui on ne pense pas forcément parce que le coût de déplacement ou le coût de charge entre guillemets pour une personne en situation de handicap peut être plus lourde qu'un valide et ouais de faire confiance à ce genre de profil, juste de montrer aussi qu'on est là, d'être présent à différents événements, que ce soit local ou même online. Aujourd'hui, en fait, c'est ça que je trouve génial aujourd'hui dans l'e-sport, c'est que ça fait tomber toutes les barrières. Et moi, je fais du jeu vidéo depuis que je suis petit. J'ai commencé mes premiers tournois, c'était à la Fnac à Strasbourg. On s'est peut-être rencontrés sur des jeux. Ouais, je pense qu'on s'est déjà vu. Donc voilà, et non, mais c'est tout simplement montrer qu'on est là, montrer qu'on en veut aussi et que on est comme tout le monde à travers le jeu vidéo, en fait, tout simplement. Ouais, justement. Alors, là, c'est peut-être une question un peu plus personnelle. Tu te déplaces en convention, tu te déplaces lors de matchs e-sport. Ouais. Est-ce que tu arrives à gérer ce stress justement par rapport aux autres? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont autour de toi, qui te regardent. C'était compliqué au début, pour être sincère. J'ai mis très longtemps à prendre le pas et à me déplacer en convention parce qu'il n'y avait pas ce côté logistique. En fait, c'est ce qui est le plus dur, la logistique à gérer au final pour les déplacements, en tout cas pour moi. Pour une équipe que je gère, en fait, j'ai 5 joueurs qui sont valides, un manager et coach, et analyste. Donc j'ai 5 valides, il n'y a pas de problème de logistique, donc c'est assez facile en fait d'organiser les déplacements pour eux ou le voyage. Et en fait, j'ai pris, donc c'est grâce à donc EDE, on y allait. Et en fait, le plus compliqué réellement, comme l'a dit Jordan, c'est de trouver tout ce qui est accessibilité, chambre d'hôtel, train et tout. Et j'invite tout le monde en fait à tenter l'aventure, à passer le pas. C'est long à organiser, mais aujourd'hui, on a quand même les gens sont compréhensibles. Moi, je donne mon exemple. Quand j'appelle l'hôtel, je demande à ce qu'il soit accessible. Si ils ont une chambre à handicapés, je me déplace en train, exclusivement en train. Du coup, la SNCF on peut aller en première classe. On a une place pour les personnes en situation de handicap en première classe. C'est assez accessible avec leur service handicap qui vous suit, qui vous prend, qui vous emmène dans le train. Le plus dur, je dirais, en tout cas pour moi ou pour les personnes qui veulent tenter l'aventure, c'est tout l'aspect médical, donc avoir un matériel adéquat et tout ça. Et pareil, j'avais peur en fait au début et je pensais que c'était pas faisable. Et aujourd'hui, on suffit d'appeler les gens qui sont spécialisés, qui louent du matériel médicalisé tout simplement, et mettre ce genre de choses en place. Aujourd'hui, on est dans un pays en France où on a de la chance socialement en fait que l'handicap n'est plus entre guillemets un gros frein. Et les gens comprennent et mettent en place les dispositions, le dispositif nécessaire pour participer aux événements ou faire le voyage, quoi. Oui, de plus en plus, parce que du coup, nous, on s'est rencontrés à la Lyon eSport. Ouais, exactement. Et, parce que c'était une demande de la Lyon eSport de travailler justement là-dessus, l'accessibilité, et voilà. Et on avait été missionné pour justement faire une sorte d'enquête auprès de joueurs en situation de handicap qui étaient là-bas, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc,
ça arrive de plus en plus et voilà, les structures, les LAN, voilà, veulent entre guillemets aussi de plus en plus les inclure. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti depuis que je travaille là-dessus, donc voilà. Non mais complètement. Et puis c'est une réelle demande. Enfin, faut pas se leurrer. Aujourd'hui, je sais plus qui j'avais regardé. Enfin, beaucoup de personnes aujourd'hui. Enfin, on parle de Twitch, on parle de viewers. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont des personnes aussi en situation de handicap. On n'a pas forcément accès à tous les loisirs ou à tout. Et le jeu vidéo est quelque chose qui nous est facilement accès. Donc, on est aussi une part d'audience, une part de marché. Et forcément, les gens s'y intéressent, quoi. Eh ben merci Neji pour ce retour d'expérience. En tout cas, c'est super sympa. Merci à à toi. On va de suite accueillir notre prochain invité qui est Monsieur Gizmo. Alors attendez, je récupère juste le micro. Alors, responsable de la Web TV Atletech. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va super bien. Bon, vous au top. Il n'y a pas de souci. Pardon? Tout est bon, tout est bon. Oui, sans problème, aucun souci. Bon, nickel. Alors du coup, tu es donc le responsable de la Web TV Atletech. Qu'est-ce que Atletech? Atletech, c'est une structure à la base e-sportive qui évolue sur diverses sections de jeu, notamment LoL. C'est là on vient d'en parler à l'instant, justement. On évolue en Division 2 également sur LoL. On évolue également sur FIFA, la scène FIFA, où d'ailleurs, pour la scène FIFA, j'ai également la casquette de coach FIFA pour l'un des joueurs. Et donc, voilà, comme vous l'avez bien souligné, il y a aussi la partie Web TV où récemment, j'ai été promu responsable afin de pouvoir contribuer justement à sa réussite, à son évolution, à sa progression, quoi, comme toute Web TV. Alors, qu'est-ce qui est proposé justement cette fameuse Web TV? Alors, cette Web TV est vouée à proposer vraiment du contenu varié. Donc, non pas seulement de l'e-sport, c'est pas l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit comme une chaîne télé, pour parler grossièrement. Donc, c'est comme une chaîne télé, c'est-à-dire avec différents contenus. Donc, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des émissions à thème, notamment, j'ai pu notamment réaliser une petite émission avec comme invité Philippe Croison, où on a pu faire connaissance en live. D'autres émissions que j'ai pu réaliser justement sur le thème de l'handicap, puisque c'est aussi important d'en parler, non pas non plus de stigmatiser, mais plus en parler dans un climat plutôt cool, plutôt sympa. Et je me sers énormément notamment de l'autodérision pour justement briser un peu la glace et pour permettre d'avoir des échanges avec les viewers, les intervenants, quoi. Donc c'est enrichissant, c'est hyper enrichissant. Et le fait d'avoir justement cette responsabilité de la Web TV, que ce soit dans sa programmation, dans la gestion des différents animateurs, c'est très, très valorisant. C'est très valorisant. Donc voilà. Eh ben, merci à toi d'avoir participé à cette petite table ronde. Donc on rappelle encore une fois, le thème c'est comment rendre accessible le jeu vidéo pour tous. Merci à toi pour ton intervention. C'est déjà fini? Ça dépend, si tu as encore des choses à dire, n'hésite pas, on est là justement pour en discuter. Alors, en off, on m'a dit, Jérémy, garde la parole. Eh ben, écoute, Jérémy, garde la parole. Voilà, j'ai une responsabilité derrière. Mais voilà, on a parlé du jeu vidéo et de l'handicap. Ouais, du coup, je voulais te... désolé, pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de mal. Et déjà, du coup, le fait qu'on a deux sujets qui sont déjà de base individuellement complexes. Parce que le jeu vidéo, on a, comme vous le savez, des préjugés. On a énormément de préjugés concernant le jeu vidéo. Donc déjà, c'est compliqué. Et en plus, on a l'handicap. L'handicap qui est un sujet aussi extrêmement compliqué à aborder, justement à discuter, parce qu'on n'a pas tous forcément le même avis sur l'handicap. Moi, le premier, on a tendance un peu à le stigmatiser, il y a des amalgames qui sont faits. Donc du coup, en fait, on réunit deux sujets de base qui sont compliqués à maîtriser individuellement, ce qui fait qu'on a vraiment un sujet encore plus, plus compliqué, plus difficile à gérer. Et justement, j'ai pu entendre par différentes interventions qu'il fallait justement une mise en avant un peu plus importante. Alors là aussi, c'est pareil, il faut faire,
c'est mon avis, il faut faire vraiment extrêmement attention. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on rentre dans un comment dire, un projet de stigmatisation. Et moi, j'insiste sur ce mot parce que voilà, il y a parfois, on veut faire une bonne action, vraiment une bonne action, une idée de bienveillance, et au final, ça peut être mal interprété. J'entends, enfin voilà, là où je veux en venir, c'est que par exemple, il y a des structures qui peuvent recruter des personnes en situation de handicap, non pas parce qu'il est compétent ou il a des aptitudes, etc., mais plus pour l'image qu'il va pouvoir, qu'il va véhiculer et qui pourrait, du coup, par conséquence, valoriser un peu l'image de la structure. Et c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut vraiment faire attention. Ouais, ça, du coup, tu l'as déjà ressenti, ça, puisque du coup, c'est intéressant, parce que on avait neigé aussi. Est-ce que toi, du coup, tu as des expériences là-dessus, des exemples sur justement, où tu disais plus miser sur l'image que sur les réelles compétences? Est-ce que toi, là-dessus, tu as été confronté à ça? Est-ce que tu as un témoignage là-dessus? Alors moi, directement non, parce que j'ai la chance, du coup, d'avoir été recruté chez Achetec, essentiellement et principalement par rapport à mes compétences et mes aptitudes. Et donc, c'était vraiment la base. Et puis, parmi les fondateurs de la structure, je reconnais deux, donc le joueur FIFA Vincent Hoffman, alias Binch, et Jérémy Girardot, alias Tequila, qui est un grand ami que je connais depuis une dizaine d'années. Donc, du coup, j'ai été recruté vraiment là-dessus. Maintenant, je regarde ce qui se fait un peu sur la toile. Et, j'ai vraiment un œil averti et intéressé de ce qui se passe ailleurs. Et par moments, je ne vais pas citer de nom, c'est pas l'idée, c'est pas le projet, mais de manière générale, c'est contre-productif. Voilà, c'est contre-productif. Okay. C'est-à-dire que le fait de mettre en valeur une personne pour son apparence physique, parce que c'est ça, hein, c'est son apparence pour ce qu'il est, donc une personne handicapée, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous pouvez à la fois, vous pouvez dans le même temps blesser cette personne. Blesser cette personne parce que du coup, vous ne le prenez pas pour ce qu'il est réellement, mais pour ce qu'il représente. Et c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Et c'est là où vous voulez vraiment mettre un petit warning par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut mettre un peu plus en avant. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut garder à l'esprit, pour moi, encore une fois, qu'on est tous gamers. On est tous gamers avant tout. Et qu'il faut plus nous voir avec des personnes qui ont certes quelques contraintes, mais qui est avant tout un joueur. Voilà, moi, je suis un joueur. Ça fait des années, grâce aux jeux vidéo, je suis encore là. Parce que j'ai traversé diverses épreuves et le jeu vidéo m'a permis de garder un peu la tête hors de l'eau et en plus de créer des liens, des contacts, de me sociabiliser, pardon. Et c'est extrêmement important, c'est un outil extrêmement important. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Je vous dis, j'ai fait de l'e-sport sur FIFA. Mais j'ai jamais été dans l'idée de me mettre en avant. Là, le fait de me mettre en avant, c'est relativement récent. Parce que j'ai eu un petit déclic de me dire, bon, Jérémy, tu as peut-être quelque chose à faire par rapport à l'handicap au regard de l'handicap. Donc, je me suis dit, pourquoi pas t'exposer, notamment sur Twitch. Alors, non pas pour que les gens s'apitoient sur toi, parce que je déteste ça, mais plus pour plus pour démontrer que je m'appelle Jérémy, certes, je suis handicapé. Pour moi, c'est un détail, je le dis souvent, pour moi, c'est un détail. Mais j'ai beaucoup à donner. J'ai beaucoup à donner et j'ai réellement des compétences que une personne, entre guillemets, valide peut avoir. Donc voilà, c'est vraiment, je me bats vraiment là-dessus pour éviter qu'on fasse un retour en arrière. Parce que moi, j'ai vécu en centre de rééducation. Désolé, je parle beaucoup. Mais j'ai vécu en centre de rééducation pendant quelques années. Et à cette époque-là, on mettait les personnes en situation de handicap, donc les personnes différentes, de côté. Et c'est pas ce que je veux qu'on reproduise, justement, avec l'e-sport aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est il est fondamental d'appuyer sur le tous gamer. On est tous gamers, on n'est pas... t'as un prénom, tu t'appelles Jérémy, t'es handicapé, oui, puis on s'en fout, quoi. C'est pareil, que tu sois noir, blanc, jaune, etc., c'est la même chose, en fait.
Et donc, ça rejoint, voilà, ça rejoint d'autres thématiques, d'autres sujets. Quelle est la différence de manière générale? Voilà, quoi. Donc, voilà, je voulais vraiment appuyer là-dessus. Et encore une fois, je voulais aussi, je ne sais plus qui c'est qui dit, c'est Théo, ou je ne sais plus qui c'est qui disait que justement, dans l'e-sport, les jeux vidéo, il y avait une bienveillance. Et je confirme, il y a réellement une bienveillance. Enfin, c'est la bienveillance qui prédomine, réellement. Et moi-même, sur Twitch, j'ai été étonné parce que forcément, je m'étais armé au préalable. Enfin, voilà, je m'étais préparé éventuellement aux trollers et compagnie. Enfin, on les connaît. Et ben au final, je peux les compter sur les doigts de la main, quoi. Vraiment. Ce qui remporte, c'est la bienveillance. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Voilà ce que je voulais. Eh ben, merci à toi. Merci. Et surtout bravo, parce que ce retour d'expérience est hyper intéressant. Et tu l'as dit, et ça, je pense que c'est aussi un petit peu le mot de cette soirée, c'est qu'on est tous gamers, voilà, et qu'il n'y a pas de différence. Merci à toi. On va de suite accueillir notre prochain intervenant, qui est Quentin. Quentin, directeur de l'Alsace eSport Arena à Strasbourg. S'il te plaît. Ouais. Exactement. C'est lui. Du coup, merci de m'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va bien, et vous ? Top. Donc toi, ça y est, c'est reprise d'activité maintenant. Donc on rappelle, donc tu es le directeur de l'Alsace eSport Arena à Strasbourg, du côté de la Méno. Tout à fait. Qui a ouvert il y a un petit bout de temps, mais entre-temps fermé et autres. Voilà. On a fait du yo-yo quoi, en gros, exactement, pendant quasiment un an. Quoi. Donc je devais ouvrir en mars, et puis finalement j'ai ouvert en juin, et j'ai refermé en octobre, et je viens de réouvrir à nouveau. Ça y est. Ça fait 2 semaines, quoi, à peu près 2 semaines et demie. Depuis le 19, comme tout quasiment. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Comment ça se passe du coup ? Alors justement, toi aussi, tu veux participer à cette thématique parce que voilà, donc tu as ouvert une arène qui est aussi ouverte à tout le monde. Quelles sont les démarches que tu as pu justement mettre en place pour les personnes en situation de handicap ? Alors en fait, moi j'ai du coup un gros passif de joueurs aussi, notamment e-sportif. J'ai fait pas mal de LAN sur les 15 dernières années. Et du coup, j'ai rarement été confronté, on va dire, à des situations, on va dire, liées à du handicap à travers le e-sport. Et lorsque j'ai développé en fait le projet de mon arène, j'ai d'une part en fait voulu un petit peu m'entourer à Strasbourg auprès de gens qui étaient déjà un petit peu acteurs du jeu vidéo et de l'e-sport, et aussi avoir un peu un ressenti en termes d'organisation et d'agencement en fait de l'espace. Et la petite anecdote, c'est que du coup, j'avais rencontré par exemple Neji en fait avant de lancer mon projet, et j'avais en fait du coup voulu d'une part aussi avoir un peu son ressenti. Je lui avais montré les plans 3D et autres, et j'ai mis en place une salle bootcamp donc dans mon arène, qui est donc une salle, pour ceux qui ne le savent pas, le bootcamp c'est une salle dans laquelle des équipes, des structures peuvent venir s'entraîner, du coup disposer en fait et s'organiser sur 5-6 jours un entraînement, souvent pour se préparer à une LAN par exemple ou un événement online. Et la disposition de ma salle bootcamp en fait, du coup, pour simplifier, elle plaisait pas à Neji quoi, clairement. Et du coup, il a apporté un agencement auquel j'avais pas nécessairement réfléchi. Et en fait, il m'a clairement aidé à optimiser l'agencement de cette salle bootcamp qui à la base initialement était prévu en long, et qu'on a complètement en fait retravaillé par exemple avec Neji en U. Quelque chose à laquelle j'avais pas nécessairement pensé en fait moi, entre guillemets valide, et n'ayant pas entre guillemets ces contraintes. Tu n'as pas forcément ce réflexe-là, ce qui est logique, voilà. Bien sûr. Tout à fait. Et du coup, déjà je le remercie pour ça parce que c'est bien mieux aujourd'hui. Et je pense que du coup ça permet d'une part à plus de gens de manière générale, que ce soit des valides ou des gens en situation de handicap, de pouvoir venir bootcamp chez moi. Moi, entre-temps, par exemple, les tables, je les ai mis sur des pieds qui sont adaptables. Du coup, ce qui permet éventuellement pour des gens qui sont en chaise de rehausser les tables et de les faire plus facilement passer en dessous. Parce qu'il faut savoir que la posture, quand on est dans l'e-sport, c'est ultra important. Et il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont des petits rituels, un peu comme Nadal sur un court de tennis. Il faut que tout soit exactement organisé d'une manière. Et du coup, ça joue énormément sur le moral et sur les résultats in-game. Le choix de ma salle aussi a été fait en fonction de ça. Le premier critère de choix de ma salle, c'était une rampe d'accès handicapée déjà en place. Donc c'est quelque chose que je voulais de sûr avoir dès le début et bien intégré. Donc moi j'ai aussi une salle qui est sur un plateau, donc ça simplifie aussi les choses. J'ai pas d'étage, merci Neji pour le coup, qui m'a filé un petit coup de main à l'époque et qui m'a permis un peu de simplifier et d'éclaircir le projet.
peut-être éventuellement une question. Alors, je vous rappelle aussi, si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas, ou même vous qui êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à nous les poser, parce qu'en régie, on va nous les donner, parce qu'on arrive quasiment sur la fin de cette conférence. Éventuellement, peut-être un mot à rajouter par rapport à Quentin ? Oui, pas forcément une question, mais du coup, nous, on se connaît depuis peu. Comme je disais du coup au début, nous on essaie de travailler du coup sur la thématique du jeu vidéo, du numérique, et on essaie un peu de regarder ce qui existait sur le territoire. Et quand on s'est contacté lors de notre première rencontre, c'est vrai que tout de suite, entre guillemets, ça a été oui, on peut faire des choses, c'est vachement intéressant. Et là-dessus, je veux juste du coup, pareil, te dire merci et que c'est vraiment agréable. Et du coup, on avait énergie aussi en connaissance commune, mais on voit que c'est une thématique du coup que tu as vraiment pris en compte. Et voilà. Alors moi, clairement, ça a été pas mal dit lors de cette conférence aujourd'hui. C'est très intéressant tout ce que les gens ont pu dire là sur la dernière heure. Et clairement, il y a une chose qui est pour moi très importante, c'est qu'il n'y a pas de barrière en fait dans l'e-sport. Et je trouve ça chouette. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, l'accessibilité, je parle notamment online aussi, c'est ça la particularité. Aujourd'hui, l'e-sport s'est énormément démocratisé et je pense qu'on a encore un beau chemin devant nous. Mais la démocratisation aussi des connexions Internet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont accès au haut débit, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Et du coup, il y a énormément de gens, et notamment en situation de handicap, qui peuvent aujourd'hui se sentir, entre guillemets, alors je parle peut-être pas pour moi directement, mais se sentir indirectement valide le temps de gaming, quoi. Alors, je dis pas que c'est l'objectif, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, ça casse les barrières et on n'y pense plus. Et du coup, je pense qu'un joueur en situation de handicap va être à même, clairement, et de se dire, mais j'ai clairement ma place là-dedans, en fait, quoi. Et c'est ça que je trouve chouette. Autant c'est aussi valable pour les femmes, de manière générale. Il y a encore aujourd'hui des éditeurs, bon ça c'est un petit coup de gueule, mais il y a encore des éditeurs aujourd'hui qui considèrent qu'il faut faire 2 scènes féminines et masculines. Moi je trouve ça aberrant personnellement, mais voilà, je pense que c'est pareil dans le handicap. Et je pense, moi du coup, qui suis vraiment positionné dans l'e-sport, que les éditeurs ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'on parle du matériel, des fabricants et autres, mais les éditeurs comme Riot, League of Legends, Epic Games sur Fortnite ou Valve sur Counter-Strike ou d'autres jeux, ont un rôle à jouer aussi. Et parce que finalement c'est un peu eux aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps je parle que pour l'e-sport, de ce qui se passe réellement en compétition, quoi. Riot le fait aujourd'hui, l'accessibilité. Riot le fait, c'est très bien. Riot le fait, mais voilà, mais je pense qu'il faut vraiment continuer dans cette voie-là, quoi. Pour terminer, est-ce que l'APF veut peut-être même mettre une conclusion et peut-être justement donner un indice sur ce qui peut être encore réalisable prochainement, alors à courte échelle parce qu'on a envie d'avoir quelque chose là maintenant, quoi. Alors, un indice, oui. Comme je disais, il y a des choses qui vont arriver, mais que c'est... les prémices, comme je le disais au début, c'est relativement dur, parce que du coup, APF France Handicap est une association nationale, et ça dépend vraiment des territoires. Pareil, des acteurs qui ont les connaissances dans le milieu du jeu vidéo, où, comme on disait pareil au début, c'est un milieu qui est fermé, et quand on ne connaît pas pour apprendre, c'est tout un monde. Quand on parle de League of Legends, il y en a plein qui ne savent pas de quoi on parle, de bootcamp, de choses comme ça. Il y a un vocabulaire, il y a tout un monde derrière. Mais en ce qui concerne vraiment, du coup, nous, la région et le territoire, on y travaille. Et il y a des choses qui devraient arriver, je ne vais pas trop en dire, mais voilà, sur notamment des choses... No spoil. Voilà, des choses adaptées pour des personnes en situation de handicap, des choses qui vont leur faciliter plus de la découverte. Parce que, comme on l'a dit aussi au début, ce qui manque, c'est la connaissance et de ce qui existe en termes d'adaptation, parce que on a ça aujourd'hui, mais il existe plein d'autres connecteurs, moyens de jouer que plein de personnes ne sont pas au courant, et notamment nous au sein de APF France Handicap, mais c'est une thématique du coup qui nous touche et où on devrait être de plus en plus présent à l'avenir. Eh bien, merci. Je pense qu'on va peut-être, alors rapidement, s'il y a des questions. Je ne sais pas si la régie a peut-être des questions sur le chat ou éventuellement vous dans le public. Vous avez peut-être des questions, c'est le moment. Il nous reste quelques secondes. On me signale que non apparemment. Bon, peut-être dans le public éventuellement ? Non plus. Ok, ça marche. Écoutez, je souhaitais vous remercier tous d'avoir participé à cette table ronde, à cette conférence. Tout à fait. Merci également à tous les intervenants. C'est vrai qu'il y en a
où on se connaît depuis plus ou moins longtemps, mais voilà, tout le monde a répondu présent pour ces thématiques-là. Donc vraiment, merci à tous les intervenants et à ceux qui ont relayé et partagé aussi l'information et ce qu'on fait aujourd'hui sur la conférence. Parfait, donc voilà, on va pouvoir clôturer donc cette thématique. Donc je vous rappelle qu'on parlait justement donc de comment rendre le jeu vidéo accessible à tous dans le cadre de la nuit du handicap. Je vais juste clôturer avant en remerciant encore une fois donc tous les intervenants, les participants, la ville de Strasbourg, l'Eurométropole qui nous soutient, voilà comme d'habitude, le Shadok pour nous avoir accueillis. L'APF Gaming, bien évidemment, Strasbourg Games Community, et puis voilà, toutes les personnes qui ont regardé cette conférence. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée à tous, un très bon week-end, et puis je vous dis à très bientôt.